Mesdames, Messieurs, bonsoir. Au menu de cet épisode de Questions d'actu, nouveau constat alarmant de la Cour des comptes sur la gestion hydrique dans notre pays. Et le constat est clair comme l'eau de roche. Si la crise chronique de l'eau ne saurait entièrement imputer aux caprices du ciel, elle est aussi le fruit d'un cumul de retards et de dysfonctionnements divers. Selon la Cour des comptes, les travaux de construction, par exemple, de 6 barrages accusent un retard par rapport aux prévisions de la stratégie nationale. Il est aussi relevé par les magistrats de la Cour le non-respect du calendrier prévu pour la réalisation du projet de la station de dessalement de Casablanca, qui devait être lancée initialement en 2010, mais dont l'appel à manifestation d'intérêt n'a été lancé qu'en 2022, en plus de la non-réalisation du projet de dessalement à Saïdia, qui devait, rappeler la Cour des comptes, être lancé en 2015. En revanche, il a été programmé le lancement en 2022 d'une étude de faisabilité d'un projet de dessalement de l'eau de mer à Nador. On notera que ce n'est pas une première. La Cour des comptes a déjà tiré la sonnette d'alarme sur la gestion de la crise hydrique depuis le lancement du Programme national d'approvisionnement en eau potable et d'irrigation 2020-2027. Plusieurs rapports de la Cour ont analysé la gestion des ressources hydriques et mis en lumière des retards et des dysfonctionnements. Parmi les dernières recommandations de la Cour des comptes, on notera d'abord la concrétisation des plans de gestion de la pénurie d'eau au niveau des régions concernées, en veillant à donner la priorité à l'approvisionnement en eau potable pour la population et en affectant le reste des réserves disponibles à l'irrigation, et ce, bien sûr, en coordination avec le département chargé de l'agriculture. Le rapport recommande aussi de finaliser l'élaboration et surtout la publication des textes d'application de la loi 3615 relative à l'eau. Et puisqu'on parle de loi, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau de Questions d'actu ce soir le professeur de droit à l'Université Mohamed V de Rabat, également politologue, professeur Mostafa Sahimi. Bonsoir. Bonsoir. Et bien sûr, nous allons parler d'eau avec un expert international en ressources en eau. Il est basé à Rome. Merci de vous joindre à nous. Professeur Mohamed Bazza, bonsoir. Bonsoir madame, merci de votre invitation. Merci à vous de l'accepter. Alors, professeur Bazza, loin de tout scepticisme ou de toute forme de négation, on est à mi-chemin du terme du plan national d'approvisionnement en eau potable et d'irrigation, donc qui touche à sa fin en 2027. Quelles sont les avancées majeures dans ce plan national, ou en tout cas dans l'atteinte des objectifs de ce plan national d'approvisionnement en eau potable et d'irrigation? Comme vous l'avez indiqué, le programme a fait une avancée importante. Il a pu réaliser beaucoup de choses et je pense que la chose la plus importante, c'est qu'il a pu éviter qu'une crise d'eau potable se pose aux citoyens marocains par-ci, par-là, dans le Maroc. C'est un résultat extraordinaire. Du point de vue de l'approvisionnement en eau potable, donc y compris avec un certain nombre de camions-citernes qui dépassent, enfin qui est constitué de plusieurs centaines de camions-citernes, de stations de dessalement, grandes stations de dessalement qui ont été réalisées d'abord par l'OCP, ce qui est une très bonne chose, donc de stations de dessalement, et puis d'autres stations réalisées par les parties concernées, donc ministère de l'eau, ministère de l'Agriculture, etc. D'abord à Agadir, et puis à Hossima, avec un peu de retard pour les deux, etc. Et puis, on a sur les 18 barrages qui étaient programmés et dont 15 sont toujours en retard, on a 3 qui ont été réalisés et qui sont rentrés en fonction cette année. Et ils ont augmenté donc la capacité de stockage de 656 millions de mètres cubes. Et si on regarde au 5 décembre de ce mois-ci, les réserves effectives de ces 3 barrages, il s'agit de barrages Agadez, dans la région de Ouarzazate, de barrages de Qdoussa dans la région de Rachidia et de barrages dans la région de Tétouan. Donc la réserve de ces barrages au 5 décembre de ce mois était réserve effective de 223 millions de mètres cubes, qui n'est pas négligeable. Et donc il y a eu beaucoup d'avancées, beaucoup de réalisations qui ont été faites grâce aux efforts des parties concernées. Néanmoins, il y a un certain nombre de retards comme ça a été noté comme vous l'avez bien noté chez vous et qui a été noté par l'agence dont vous avez parlé, et dont nous parlerons peut-être après. Professeur Sahimi, déjà
pour le rapport 2022-2023, l'institution chargée du contrôle des comptes publics avait critiqué les retards dans la construction de barrages, d'infrastructures hydriques, le faible rendement des réseaux de distribution d'eau potable et l'absence de contrôle externe pour vérifier les données de ces réseaux. Donc, une nouvelle fois, la Cour des comptes pointe les retards de réalisation. Il y a retard et il y a vraiment des défis liés surtout à l'accélération de la mise en œuvre des grands chantiers pour faire face au stress hydrique. Je vais vous répondre d'abord ceci. L'ancien président de la Cour des comptes, M. Del Giotto, avait fait cette déclaration publique un jour en disant combien il regrettait que les pouvoirs publics ne prennent pas en compte suffisamment les rapports et les recommandations de la Cour des comptes. Bien. La Cour des comptes, elle est dans son rôle. Dans son rôle, c'est donc, pour ce qui est de la question de l'eau, c'est faire le point sur les actions qui ont été réalisées par les politiques publiques, les actions en cours, mais aussi l'identification, ce qu'elle appelle les risques qui peuvent entraver la réalisation des objectifs. Tout à fait. Alors, la partie positive, le verre à moitié plein, si vous le permettez, c'est quand même le fait qu'il y a une stratégie. Il y a une stratégie nationale de l'eau qui se décline autour d'un certain nombre de chantiers, essentiellement 3 grands chantiers. Le plan national de l'eau, premier chantier. Deuxième chantier, le plan de lutte contre les inondations. Et le troisième chantier, c'est la préservation de la qualité de l'eau. Il y a des acquis maintenant. On a capitalisé un certain nombre de choses en matière de mobilisation de ce qui est de la politique de l'eau. Par exemple, on connaît mieux maintenant les potentialités et les ressources hydriques, parce que c'est un travail qui a été fait ces dernières années. On connaît mieux, mais pas totalement. Oui, mais c'est important. C'est important. Il y a un gros travail qui a été fait quand même par les administrations concernées, départements. Il y a également, ça a été relevé par mon collègue, une sécurisation de l'approvisionnement. Je vous signale que c'était une ferme recommandation du souverain, il y a un an, qui avait dit qu'il tenait absolument à ce qu'il y ait non seulement l'approvisionnement régulier de l'eau potable pour les citoyens, mais également plus de 80% de l'approvisionnement dans le monde rural. C'est important comme axe stratégique. Et puis, il y a la priorité donnée aux ressources non conventionnelles. On va sûrement y revenir. Maintenant, la stratégie. La stratégie implique qu'un certain nombre de mesures soient prises pour faire face à des risques qui sont relevés par la Cour des comptes. Premier risque, évidemment, c'est le fait qu'il y a des ressources limitées. Et donc, il faut faire face à cette situation. Je rappelle aux téléspectateurs qu'en 2000, nous avions une consommation annuelle par habitant de 1000 mètres cubes. Si je remonte plus loin, 1965, c'était 2000. 2023-2024, nous sommes autour de 600 mètres cubes par an. Nous sommes dans une situation de stress hydrique accentuée et nous sommes les mieux placés, hélas, dans la liste des 25 pays qui subissent le stress hydrique. Donc c'est extrêmement important pour les politiques de développement. J'ajoute évidemment un certain nombre de problèmes récurrents, j'allais dire structurels, problème de l'envasement. Nous avons des barrages, mais il y a un taux d'envasement qui est important. Il a été évalué par la Cour des comptes à 1 milliard de mètres cubes par an. C'est-à-dire qu'on a des barrages, mais il n'y a pas beaucoup de choses qui sont mises en route pour l'envasement, c'est-à-dire les dépôts. Et donc c'est autant d'eau en moins. J'ajoute aussi, il y a des retards, évidemment, ça a encore été soulevé par mon collègue, il y a des lois, mais il y a des textes qui manquent, des textes qui intéressent... Nous allons revenir justement à ces textes. Donc voilà oui, il y a des choses et de grandes choses, mais il reste tellement de choses à faire par ailleurs. Professeur Bazza, quels sont selon vous les obstacles financiers ou administratifs qui entravent la réalisation des projets dans le cadre de ce plan national d'approvisionnement en eau potable et d'irrigation, notamment aussi des interconnexions entre les bassins hydrauliques? Bon, je voudrais revenir un peu sur le fait, que ce qu'a fait donc la Cour des comptes, il y a d'autres qui l'ont fait aussi auparavant, donc l'Institut royal des études stratégiques, la Commission marocaine des résidents à l'étranger, la Commission économique, sociale et environnementale, etc.
Et ils ont raison de le faire. Ils ont raison parce que non seulement la situation est inquiétante, mais la situation tend à être alarmante. Mais bien sûr, comme vous l'avez indiqué, il y a des raisons aussi, des fois des raisons en retard. Je noterai le cas particulier, par exemple, d'une compagnie qui fait faillite. Et là, vous avez certainement entendu d'une société de construction de barrages dont le propriétaire est en prison maintenant, aujourd'hui. Et donc, il a fallu refaire ses contrats. Donc, un retard de contrats de construction, etc., qui est dû au fait qu'une société a rendu le compte, quoi. Il y a aussi l'approvisionnement, enfin la disponibilité de tous les intrants dont ont besoin ces projets. Des fois, les intrants peuvent ne pas être disponibles. Mais il faut le reconnaître aussi qu'il y a du laxisme, surtout pour commencer les travaux depuis que le programme d'urgence a été lancé. Laxisme de la part de qui, professeur Baza? Du laxisme de la part de qui? Il faut bien préciser, si on parle de laxisme, vous parlez de qui précisément? Le laxisme, ça peut être des parties, je ne suis pas au courant de ce qui se passe, ça peut être de maître d'ouvrage comme ça peut être du maître d'œuvre. Donc, si par exemple, il y a des termes de référence, normalement, il y a un cahier de charge, il faut qu'il y ait un suivi, il faut d'abord que les travaux commencent à temps. Pour la station de Casablanca, il y a eu au moins 2 années de retard. Et moi, pendant ces 2 années, je n'ai cessé de dire que ce retard, il sera très difficile à rattraper et qu'il faut absolument le commencer. Je réitère la même chose pour la station de Tanger. Tanger est une très grande agglomération où il y a beaucoup de demandes, une demande élevée qui n'arrive pas à être satisfaite parce qu'il est disponible comme ressource en eau. Il faudrait une station. Il y a aussi le fait que certains travaux sont sous-estimés, donc certains projets sont sous-estimés en termes de temps parce que il s'agit de projets grandioses, particulièrement par exemple pour les transferts. Bon, le premier transfert, il a été relativement facile, d'une distance de 67 km sur un terrain plat, mais les autres qui sont encore en train d'attendre pour être lancés, et c'est ça ce que j'arrive pas à comprendre, celui qui a été donné par les instructions de Sa Majesté dernièrement. Donc, il y a déjà en août, je pense, pour transférer l'eau du Locos au bassin de Morbert. Il tarde toujours à commencer, de même que la deuxième tranche du transfert d'eau, donc du Sebou vers la région de Marrakech et vers le bassin de Morbert, etc. Donc, il y a un certain nombre de raisons, mais on ne sait pas exactement qu'est-ce qui se passe parce que il se peut aussi que les financements ne soient pas disponibles. Pourtant, quand on parle de financement, si Baza, professeur Baza, par exemple, oui. Dans le cas de Casablanca, ce qui a retardé aussi, c'est la disponibilité de l'énergie renouvelable, parce qu'il faut absolument que ça soit de l'énergie renouvelable, laquelle énergie n'était pas toujours et ne l'est peut-être toujours pas disponible mais ceci n'empêche pas le commencement de se faire. C'est une excuse de ne pas avoir commencé les travaux il y a longtemps encore. Le financement. Vous avez parlé de financement, oui. Je voulais vous interpeller dessus, mais je vais me tourner vers professeur Srimi. On parle d'un budget d'abord global qui a démarré à 115 milliards de dirhams, c'est très important de dire. Bien sûr, ce sont des projets très budgétivores, avec certaines, des fois même surprises, avec la hausse aussi des prix des matières premières à cause de l'inflation. Mais ce budget a été revu à la hausse. Il est passé de 115 milliards de dirhams à 143 milliards de dirhams. Mais ce n'est pas suffisant, toujours selon les magistrats de la Cour des comptes, qui recommandent, puisqu'il nous reste 10 minutes pour le temps de cette émission, qui recommandent de trouver d'autres financements. Professeur Srimi, comment la loi encadre justement cette partie de financement dédiée aux projets hydriques ? Il faut d'abord relever quand même la mobilisation de ressources budgétaires importantes avec une progression de 115 milliards de dirhams, vous l'avez dit, à 143 milliards de dirhams, c'est important, ça fait pratiquement du 20%. Autre observation, les ressources budgétaires de l'État sont limitées, et ça, c'est un principe de réalité.
parce qu'il y a d'autres chantiers qui sont mobilisateurs de ressources financières, notamment le chantier social. Il faut être juste. C'est un gouvernement qui est astreint et contraint par un certain nombre de charges et d'engagements, notamment sur le plan social, vous le savez, qui est un immense chantier, également sur le plan de la santé, sur le plan de l'éducation, etc. Et je laisse de côté la protection sociale. Les possibilités de mobilisation de ressources budgétaires sont limitées. Il y a une option qui n'a peut-être pas été suffisamment utilisée par le gouvernement, c'est la participation du privé. C'est ces fameux PPP. Oui, soit un partenariat public-privé, soit carrément on bascule vers la sensibilisation en direction des opérateurs privés pour que les opérateurs privés aient l'idée et le sentiment que c'est un secteur rentable, ce qui n'est pas le cas. Dans la psychologie de nos hommes d'affaires et de nos opérateurs, investir dans les secteurs de l'irrigation, etc., il y a des secteurs qui sont considérés comme plus spéculatifs. Oui. Ça aussi, c'est un gros travail qui doit être fait. J'ajoute à ça qu'il y a aussi, pour faire face à ce stress hydrique, il y a des éléments de stratégie qui sont en place. Je pense par exemple à l'amélioration des rendements. J'évoque également quand même, c'est un acquis, des efforts en matière de réglementation. C'est important, le cadre juridique, c'est important. Oui, mais le cadre juridique a besoin de décrets d'application, professeur Maître Strimi. Là, je parle aux juristes. J'y venais, évidemment, oui. mais ça, ce qui me frappe dans la gouvernance de ce cabinet, et des précédents cabinets d'ailleurs, c'est le décalage entre des textes. On a des lois, mais les problèmes des textes d'application, notamment le décret, tardent à venir quand ils ne sont pas carrément évacués. Je peux vous citer des dizaines de lois où il n'y a pas encore les textes d'application, en tout cas la totalité des textes d'application. Il y a également une avancée intéressante, c'est la tarification. Tarification par tranche. Par tranche, c'est important. J'ajoute quand même à l'actif de ce gouvernement, qui par ailleurs subit un certain nombre d'interpellations, vous savez, mais là, en l'espèce, ce n'est pas le cas. C'est la subvention de l'ONNE pour préserver le prix de l'eau et le prix de l'électricité, et c'est une charge de plus d'1 milliard de dirhams par an. Alors, autre aspect aussi, à l'actif de ce gouvernement, c'est en matière de réglementation, c'est la délimitation des périmètres. J'y ajoute aussi la règle le pollueur et le payeur, c'est important. Et puis, problème évidemment de la gestion intégrée, on va sûrement y revenir. Autre problème qui est de sa compétence et qui n'a pas d'incidence financière cette fois, c'est la coordination de l'action gouvernementale, notamment de ce qu'on pourrait appeler l'administration de l'eau. L'administration de l'eau, il y a beaucoup d'acteurs qui interviennent, d'important qu'il y ait centralisation. Et puis, il y a aussi, dans un certain nombre de cas, des conflits d'intérêts. Des conflits d'intérêts qui empêchent que... De quelle nature ? Entre les gros propriétaires terriens et la tarification de l'eau. Entre le non-respect de la réglementation sur les puits, les eaux souterraines. Plus de 80% des puits au Maroc sont des puits sans autorisation, il faut le dire. Donc il y a là des mesures qui n'ont pas d'incidence financière. Bien au contraire, ça rapporte, puisque, vous le savez, il y a une taxe annuelle pour ce qui est des puits. Il y a aussi une nécessaire coordination, et 3 départements sont particulièrement cités dans le rapport de la Cour des comptes, le département de l'agriculture, le département de l'énergie, le département de l'industrie, où il faut qu'il y ait une coordination, parce que c'est important, parce que l'eau est une ressource transversale. Alors que, oui, on appelle à une convergence de ces 3 secteurs, mais il faut qu'il y ait une convergence de toutes les politiques publiques. Tout à fait. Et c'est ce qui nous interpelle aussi sur, vous l'avez dit, professeur Bazza l'a évoqué tout à l'heure, qu'est-ce qu'on fait après la publication d'abord l'évaluation de la Cour des comptes et de ses recommandations aux côtés d'autres institutions. Professeur Bazza, je vous interpelle là-dessus, d'autant plus qu'effectivement, il y a des textes d'application de la loi 3615 relative à l'eau qui restent en suspens. Il y a aussi de la réglementation qui concerne le ministère de l'Équipement et de l'eau
qui reste en suspens. Et d'ailleurs, la Cour des comptes appelle aussi à accélérer la réglementation. Bref, pourquoi ou dans quelle mesure les rapports de la Cour des comptes influent-ils sur les politiques publiques ? Merci, madame. D'abord, je reviens sur la gouvernance. La gouvernance, effectivement, il y a beaucoup de textes d'application de la loi sur l'eau qui manquent, mais il y a aussi et surtout beaucoup de lois qui existent mais qui ne sont pas appliquées. À noter aussi que pratiquement toutes les problématiques, les problèmes qu'a cité le professeur Shimi font partie du ressort de la gouvernance, que ce soit la coordination entre les secteurs ou la tarification, ou pratiquement tout ce qu'a cité le professeur relève de la gouvernance. Et il va falloir actionner les lois de la gouvernance à cet égard. Malheureusement, on est revenu en arrière parce que on n'a plus le Conseil supérieur de l'eau qui, dans le temps, assurait la coordination, assurait un certain nombre d'axes de gouvernance à l'échelle nationale, mais qui n'est plus opérationnel. Il y avait une commission interministérielle qui était très active dans le temps et qui n'est plus de rigueur, etc. Donc, il y a beaucoup de choses dans lesquelles on a même l'expérience passée qu'il suffit de remettre sur les rails, mais il y a aussi lieu de donner, et là, je réponds à votre question sur ces rapports de la Cour des comptes, ils ne doivent pas être juste mis dans les tiroirs. Il faut que ça soit juste, il faut qu'ils soient suivis des faits. C'est très important, nous l'avons toujours noté. Le fait qu'il y ait des évaluations par les organismes étatiques ou par des organismes neutres ou n'importe quoi, c'est fait pour améliorer les situations parce que ce sont des organismes de l'État, ce sont des organismes qui dépensent de l'argent, qui dépensent beaucoup d'argent, elles aussi comme institution. Il va falloir s'assurer que leurs recommandations soient mises sur pied parce que c'est à cela que ça sert toutes ces institutions. Oui. Si vous le permettez, sur la gouvernance, encore un mot. La gouvernance, ce n'est pas un terme abstrait. Oui. C'est comment on met en œuvre des politiques publiques par ceux qui ont cette responsabilité-là. En l'occurrence, le gouvernement. C'est simple, la gouvernance, ça ne doit pas être un discours une thématique revenant dans le discours officiel de manière récurrente. La gouvernance, pour ce qui est spécifiquement du secteur de l'eau, c'est quoi? C'est un agenda. Il y a des textes en retard, il y a des textes qui n'ont pas été publiés, etc. Il faut que dans les 3 mois, dans les 6 mois au plus tard, premier semestre 2025, il y ait un conseil de gouvernement spécifique. Pourquoi pas? On peut faire un conseil de gouvernement spécifique sur les textes sur l'eau. Pourquoi ne pas dire que la mission du gouvernement, c'est d'abord de tous les départements de régler une fois, pas une fois pour toutes, mais en tout cas d'accélérer. Il faut que la décision soit prise par le chef de l'exécutif. Le chef de l'exécutif qui s'est défendu hier lundi et qui disait qu'il faut aussi être équitable et admettre que le gouvernement a acquis beaucoup d'avancées notamment sur cette question de l'eau. Faites-moi crédit, j'ai commencé par ça, avec cette émission, vous le savez, en disant voilà les acquis, voilà ce qui a été fait, le programme de barrage, dessalement, le traitement des eaux usées, etc. Maintenant, l'autre aspect est interpellatif. Il faut qu'il y ait un conseil des ministres ad hoc, spécialisé dans cette question, dédié à cette question, où le chef du gouvernement annonce tous les textes d'application qui n'ont pas été publiés. C'est extrêmement important. Ça peut être préparé d'ailleurs pour optimiser l'opération par des assises nationales de l'eau avant ce conseil de gouvernement. C'est ça la gouvernance. C'est pas gérer un discours obstinément optimiste. Mais encore une fois, il y a eu des assises nationales de la fiscalité. Où en sont les recommandations de ces assises? Eh bien, c'est une opportunité pour refaire des assises de la fiscalité aussi le moment venu. Mais les assises de la fiscalité, ça peut attendre. Le gouvernement, il a une réponse. C'est juste par rapport à l'application des recommandations des assises que je vous interpelle. Le gouvernement a une porte sortie. Il dit je fais la réforme des assises de mai 2019, la centaine de recommandations, mais je les fais par année, par tranche. L'IS, l'IR, etc. En l'espèce, c'est une approche globale qui doit prévaloir pour ce qui est de l'eau. Et c'est important qu'il y ait un débat national. Il faut qu'il y ait de la participation. Merci beaucoup, professeur Shimi. Un mot de la fin, professeur Bazza.
En 30 secondes. Si je dois ajouter deux termes, à ce qu'a dit le professeur Sahimi, c'est d'abord la priorité de l'eau. Et la priorité de l'eau n'est pas égalée par les autres secteurs. Il y a des problèmes dans les autres secteurs, certes, l'éducation, la santé, j'en passe, etc. Mais ce n'est pas la même chose que la priorité, que la question de l'eau. Nous n'avons même pas l'équivalent de quoi boire pendant les 2 années à venir. Dans l'ensemble de nos barrages, aujourd'hui, nous avons le barrage de Marbéa qui est le plus grand, qui est à 5 ou 6% de sa capacité, où il n'y a pratiquement même pas un an de la consommation de la population de ce bassin. Deuxième mot entre priorités, c'est l'urgence. Il y a urgence pour la question de l'eau. Et ce qui me fait chagriner un peu, ou ce qui me chagrine, c'est de voir un peu qu'il n'y a pas suffisamment de sensibilisation au niveau où il le faut, mis à part à celui de Sa Majesté. Je pense que Sa Majesté est vraiment très, très sensible et sensibilisée à la question de l'eau. Merci. Mais je ne retrouve pas un peu cette sensibilisation ailleurs, dans les parties qui sont les plus concernées. Je ne veux pas dire qu'ils ne sont pas, en particulier le ministre de l'eau, mais il y a urgence, et cette urgence à laquelle l'ensemble de la population du Maroc doit être sensibilisée, mais surtout et aussi les décideurs et ceux qui sont censés faire des choses. Merci. En parlant de priorité de l'eau et d'urgence, pouvons-nous quand même rappeler cet appel sans équivoque à l'occasion de la fête du trône de Sa Majesté le roi Mohammed VI, une nouvelle fois, qui appelle à accélérer la vision stratégique pour répondre à l'urgence du stress hydrique. Merci beaucoup, professeur Mohamed Baza, d'avoir participé avec nous. Merci à vous également, professeur Moustapha Sahimi. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Très bonne soirée à tous.